Hey, salut tout le monde! Je suis trop content de vous retrouver en live aujourd'hui. Alors pourquoi je suis super content? Aujourd'hui, c'est un live un peu spécial. C'est un peu le moment incroyable où je te partage mon système, avec, celui de moi et Céline, hein, bien sûr, notre système pour créer nos formations. Donc reste bien jusqu'au bout. Ah, on a des gens qui arrivent. Salut! Alors, il y a un petit message sur la description du live. Juste au-dessus, là, vous avez un lien qui s'appelle StreamYard. Cliquez dessus, dites oui. Et comme ça permettra de voir votre prénom. Sinon, regardez ce que ça fait. Je vais partager le message. Hop, c'est parti. Et donc, on voit un Facebook user coucou. Et donc, c'est plus difficile pour vous dire « Hey, salut toi !» Ou sinon, mettez-moi votre prénom aussi dedans dans le petit message. Alors, ce que je voulais faire avant de commencer, un petit test technique. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous voyez le support affiché? Transforme ton expertise en une formation qui cartonne. Faites-moi un commentaire dans le... Faites-moi un petit commentaire. Oui, super. Donc, pour rappel, il y a un petit lien juste au-dessus de la description du live, ou en tout cas avec le petit descriptif du live. Cliquez dessus, dites oui. Autorisez StreamYard à juste récupérer votre prénom pour pouvoir faire un affichage de votre prénom sur les commentaires. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, c'est le moment de nous faire un petit coucou. Dans les commentaires, on sera content de pouvoir répondre aussi. Parce qu'on aime bien aussi savoir qui nous regarde en direct. Alors, moi, plus que Céline, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est important. Sur téléphone, je ne vois pas le stream, Guillaume. Ah, bah, en tout cas, j'espère que tu m'entends. Alors après, sur le téléphone, je ne sais pas comment ça se matérialise. Est-ce qu'il faut que tu tournes ton téléphone, etc. Donc, si c'est le cas, vas-y, n'hésite pas. Pour commencer le contenu, j'ai une petite question, vraiment une question importante pour toi. Ça me permet de mieux te connaître, de savoir si ce que je vais t'apporter va être de valeur pour toi. Est-ce que tu es ou tu es en train de construire une formation? Est-ce que en ce moment, c'est ton sujet principal? Et pour le coup, ça va être pile poil pour toi. C'est bon normalement. Ouais, bravo. Donc là, je vois Guillaume. Hop. Donc Guillaume, il dit c'est bon normalement. Oui, parfait. Merci, merci Guillaume. Donc vous voyez la différence. Donc une fois qu'on a cliqué sur le petit lien et qu'on a rechargé la page, normalement, il n'y a plus de souci. Donc je repose ma question. Est-ce que tu es en train de construire une formation en ce moment? Peut-être que tu commences seulement à la construire ou tu vas la construire ou tu as peut-être déjà écrit ou construit, mais tu as du mal à la finir. Bah, vas-y, écris-moi un oui dans le commentaire pour que je puisse savoir si tu es dans cette étape de construction pour toi et savoir si ce que je vais t'apporter aujourd'hui va être utile pour toi. Oui, en cours de construction, super. Alors peut-être que certains ont déjà... j'ai fait une séquence recrutement entièrement. Ah, super. Cool. Donc, c'est très bien. Hop, je vais vous donner sur Geniali. J'ai fait une séquence recrutement entièrement sur Geniali. C'est cool d'utiliser des outillages.
C'est quelque chose d'assez important. Ça permet de rendre dynamique ces formations, ça permet de mieux engager ses apprenants. Alors après, oui, ce sont des outils, donc il va falloir apprendre à les utiliser pour certains. Et c'est OK avec ça. Si c'est bon pour vous, je vais parler d'un élément important pour moi en tout cas et pour Céline aussi. Pour nous, la construction d'une formation, c'est un processus, un vrai processus. Hein. Alors certains parleraient de système ou de plusieurs éléments qui vont constituer à la fin la formation. Donc on a plusieurs étapes. Pour nous, on l'a découpé en 5 grandes étapes et on va parcourir ces 5 grandes étapes tout au long de ce live. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou poser vos questions. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure de ce live. Construire une formation, ça prend du temps, surtout si on veut la faire bien, malgré tout ce qu'on peut entendre. Je sais qu'il y a souvent à l'extérieur, les business coachs, quand ils accompagnent ou même de temps en temps en formation de formateurs, en fait, on n'appuie pas suffisamment sur le fait qu'il faut du temps pour construire quelque chose de bien. Et bien pour qui ? Pour nos stagiaires, en fait. Bien pour nous, ça peut être très rapide. Dans certains cas, une formation peut être faite très rapide. Mais si je veux la faire bien pour mes stagiaires, pour mes apprenants, pour mes participants, ça va me prendre du temps de le faire. Et surtout, dans chaque phase dans laquelle je vais faire cette construction, c'est important de prendre le temps de le faire complètement. Et donc, c'est quoi ce système qui nécessite du temps pour pouvoir remettre le stagiaire ou l'apprenant ou le participant au centre au centre de la formation? C'est vraiment important de penser qu'on fait une formation pour notre apprenant. La formation pour vous, quand je suis expert, c'est magnifique d'avoir une belle formation où j'y mets toute mon expertise dedans. C'est génial, ça me fait kiffer, mais est-ce que réellement ça fait kiffer l'apprenant quand il se retrouve perdu, noyé dans les méandres d'expertise ou techniques que vous lui passez? Eh bien, c'est compliqué pour lui. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de passer par une phase de cadrage où on va éliminer, entre guillemets, les faux besoins que nous, on s'est imaginés et on va essayer d'aller identifier les besoins de nos stagiaires. Ensuite, on a une phase où on va structurer notre formation qui va nous permettre de pouvoir la modéliser, la concevoir, un peu comme une voiture ou un avion. On est en train de concevoir quelque chose qui va être utile pour notre apprenant et dont lui, il est au centre de cette structuration. Et en troisième étape, on va avoir une identification des ressources qui nous sont nécessaires pour pouvoir permettre la réalisation de cette formation. Bien sûr, après, il y a l'étape 4 qui est celle qui est la plus classique, celle où la plupart des experts sautent tout de suite à pieds joints. C'est la construction du matériel qu'on a besoin. Souvent, c'est Guillaume nous parlait de Geniali, peut-être que vous faites l'erreur d'aller direct à créer votre présentation, à aller sur votre PowerPoint, sur votre Geniali, et puis d'aller choisir un premier jeu, et puis un deuxième, et puis au final, vous vous retrouvez avec un espèce de patchwork d'activités, de support, d'informations, et au final, qui est pénalisé sur ces éléments-là? C'est mon stagiaire. Et enfin, la dernière étape, celle où souvent ça pêche, malheureusement, c'est parce qu'on ne prend pas suffisamment de temps, mais il faut la tester, notre formation. Il faut vérifier que tout ce qu'on a mis au travers du design, imaginez si on ne teste pas le premier avion ou la première voiture qu'on a réalisée ou conçue, la personne qui va la prendre, il y a des chances qu'il se crache avec ou là, on va faire la même chose avec la formation pour éviter que ça se fasse pendant la session. Du coup, je vais revenir un peu plus en détail maintenant dans chacune des étapes, maintenant que vous avez une vision d'ensemble de ces 5 grandes étapes. La première étape, le cadrage, il ne faut surtout pas la rater. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas rater cette phase de cadrage? C'est elle qui va tirer l'ensemble des éléments qu'on a besoin de construire dans notre formation et qui va apporter un résultat. Et la vraie question, c'est quel résultat on veut faire
faire obtenir à nos participants, hein. Souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'à l'issue de ma formation, la personne va être capable de faire? Et ça, la vraie question, c'est si je réponds moi en tant qu'expert, il y a des chances que je fasse par rapport à mon expertise et mon niveau d'expertise sans pour autant me mettre dans la situation où peut-être que ceux que vous avez, ce sont des grands débutants en fait. Voilà, Guillaume parle d'intention pédagogique, c'est exactement ça. On va chercher notre intention pédagogique et c'est vraiment important de pouvoir identifier qu'est-ce qu'on veut amener comme résultat à nos apprenants. Et donc, c'est notre première étape qui est la situation. Quelle est la situation de départ et quelle est la situation d'arrivée? Donc, la situation de départ, c'est dans quelles conditions mon stagiaire il va être pour pouvoir bénéficier au mieux de cette formation. Peut-être que c'est un grand débutant, il n'y connaît même rien au langage que vous avez dans votre domaine, ou peut-être au contraire, il a déjà un peu de notion et il vient s'améliorer, ou il vient faire un perfectionnement, ou peut-être il vient même, lui, chercher de l'expertise beaucoup plus poussée. Donc là, c'est vraiment dans cette phase où on va déterminer où se situe mon stagiaire, mon apprenant, mon participant à ma formation, mon programme d'accompagnement si je lis les deux en même temps. Et puis, la situation finale. C'est quoi la situation finale que je voudrais voir à l'issue de la formation pour lui, en fait, ou si je fais de l'accompagnement sur le terrain, par exemple. C'est quoi la situation au final? Et ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. Par exemple, on forme de jeunes... je vais prendre un métier plutôt manuel, comme ça, c'est plus parlant pour tout le monde. Un jeune charpentier. Une des premiers prérequis, peut-être que la personne, elle n'a jamais bricolé, en fait. Ça, c'est sa situation de départ. Elle n'a jamais bricolé, mais elle veut devenir charpentier. Et donc, comment moi j'amène cette personne-là? Donc, la situation finale, c'est il est capable d'aller monter une structure, donc une charpente, dans des conditions, disons, parfois compliquées. Il y a la pluie, etc., les conditions météorologiques, mais en plus, il y a des conditions d'environnement qui peuvent être compliquées. Et donc, la question, c'est comment j'amène cette personne sur une formation, comment j'amène cette personne à être dans des conditions où elle va pouvoir mener à bien son métier. Et donc, ça, c'est la fameuse situation et l'évolution qu'on va avoir. Dans les résultats qu'on veut obtenir, c'est vraiment intéressant de pouvoir identifier quels sont les résultats d'une façon concrète. Souvent, les gens parlent d'un résultat relativement générique. Je vais être charpentier, très bien. Mais ça veut dire quoi concrètement être charpentier? Comment on sait que cette personne va devenir charpentier? Comment on va vérifier qu'elle a réussi à atteindre cet objectif de devenir charpentier? Comment on va s'assurer qu'elle, tout au long du parcours, elle évolue vers cet objectif? Et comment elle va déterminer qu'elle aussi, elle évolue dans son objectif? Et c'est bien peut-être, si on met le participant au cœur de ma formation, c'est même lui de pouvoir être capable d'identifier où il se trouve dans cette formation et de pouvoir identifier qu'est-ce qui va lui manquer pour atteindre son objectif final. Et bien sûr, à partir de ces deux situations, vous êtes l'expert, vous allez sans doute identifier les besoins à couvrir pour y arriver. C'est important de pouvoir amener la personne à identifier quels sont les besoins qu'elle va être obligée quels sont les besoins qu'elle a besoin d'avoir, quels sont les besoins que ma formation doit couvrir pour qu'elle puisse atteindre ce résultat. Donc ça peut être les conditions, ça peut être des contraintes de temps, ça peut être des contraintes externes, ça peut être les problèmes que la personne va se poser, ça peut être toute condition, en tout cas tout ce qui est nécessaire pour couvrir le gap qui existe entre la situation initiale et le résultat au final. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir identifier ces trois éléments-là quand je fais mon cadrage, parce que si je fais mal ce cadrage-là, au final, la formation que je vais faire va être bancale. Et qui dit une formation bancale dit derrière forcément des gens insatisfaits, des participants qui ne sont pas satisfaits, ce n'est pas mon but. Sans doute, vous allez fournir des choses hors sujet, entre guillemets, qui peuvent être super intéressants, mais qui, au final, ne sont pas utiles pour le participant.
C'est important pour Guillaume parce qu'il passe l'examen. Ben, c'est bien, merci. Au moins, ça va servir, j'espère. L'étape suivante. La deuxième étape qu'on va rencontrer. Hop, je change d'endroit. La deuxième étape, c'est la structuration. Donc là, on a vu la situation initiale, la situation finale. On a identifié ou listé les besoins qui sont nécessaires pour passer d'un gap à un autre. Ben, maintenant, il faut construire, structurer ce cheminement pour réussir à aller vers cette construction de formation. Et donc, ça va passer par les éléments clés, les objectifs. Donc, le premier chemin, on va pouvoir baliser. C'est imaginer que je suis en train de faire un tour, un beau trek autour du Mont Blanc, par exemple, en 12 étapes. La question, c'est quelles sont ces 12 étapes que je vais faire pour faire le tour du Mont Blanc. Et ça représente les étapes clés, les objectifs qui peuvent être principaux. Donc, il y a certains arrêts où je m'oblige à les passer, à les atteindre. Et puis, dans certains cas, je vais m'octroyer un bonus, un objectif secondaire où je me dis, tiens, si j'ai le temps, je vais pouvoir aller voir ce truc-là. Ça fait faire un petit détour, mais ça me donne une vue incroyable. Et donc, si ça me donne une vue incroyable, ça va peut-être me donner quelque chose de un peu plus touffu, ou en tout cas un peu plus important. Et c'est grâce aux objectifs secondaires et principaux qu'on arrive à mixer entre les deux, pour lequel on va créer ce qu'on appelle un chemin avec des variantes. Donc, en fonction du temps que les gens vont mettre pour réaliser ce parcours, peut-être que dans certains cas, il va falloir aller droit direct au but, et puis dans certains cas, on va pouvoir prendre un petit chemin bucolique, et puis prendre son temps pour regarder les choses beaucoup plus en détail. La deuxième partie de cette partie de structuration, c'est une fois qu'on a déterminé le chemin, maintenant on va regarder comment on va construire, comment on va apporter ou comment on va monter ces différentes étapes. Donc tout à l'heure, on parlait du parcours autour du Mont Blanc. Chaque étape est importante. Dans certains cas, mon parcours va être peut-être en voiture. Peut-être que dans certains autres cas, je vais être dans un bus. Avec un mec qui parle au micro et qui me raconte la vie du village, de l'étape de manière générale. Puis d'autres cas, je vais peut-être prendre un guide et puis on va partir sur un petit sentier battu. Et donc ça représente en fait les modalités dites pédagogiques. Donc il y en a certaines qui peuvent être synchrones, d'autres qui peuvent être asynchrones. Alors les gens connaissent très bien la synchrone avec le e-learning, le digital learning, toutes les activités qui sont faites dites en autonomie derrière son écran au travers de vidéos par exemple. Il y a peu ou pas d'interaction qui se réalise avec d'autres participants. Et puis, l'interaction avec le formateur, elle est quasiment nulle, puisqu'on le regarde juste souvent sur une vidéo, ou peut-être qu'on a une lecture, ou peut-être qu'on a un document, peut-être qu'on a un petit exercice à réaliser en autonomie. Et puis, la question vient, comment je fais, moi, si j'ai une question, en fait. Et donc, c'est là où le synchrone va venir apporter son effet intéressant, où on est en interaction. Alors peut-être avec des nouveaux stagiaires, avec d'autres stagiaires ou d'autres participants dans une cohorte, ou peut-être on est tout simplement en tête-à-tête, dans certains cas, juste avec le formateur sur le contenu qui nous intéresse, et donc le formateur ou l'accompagnant, en tout cas, dans tous les cas, c'est ça qu'on va déterminer. À quel moment on est en synchrone, à quel moment on est en asynchrone sur mon cheminement. Et bien sûr, en contrepartie, peut-être qu'il y a des choses que je peux faire en collectif, il y a des choses que je peux faire en individu. Et donc, je coche, entre guillemets, je m'amuse à faire un petit fichier Excel comme ça, et puis pour chaque étape, je vais noter, je veux être en synchrone, je peux être en asynchrone, je peux être en individuel, je peux être en collectif. Et puis, ça me donne, en gros, le chemin et la façon dont je vais parcourir ce chemin. Une fois que ces modalités sont établies, le chemin est établi, on va pouvoir enfin structurer sa formation. On va aller plus en détail, on va venir de plus en plus dans quelque chose qui est détaillé. Et donc là, on va pouvoir commencer à identifier c'est quoi les activités que je vais mettre, c'est quoi les cas pratiques que je vais positionner, quelles sont mes séquences pédagogiques. Alors la séquence pédagogique, ce sont l'alignement de différents éléments qui vont me permettre d'atteindre un des objectifs. Donc c'est mon petit chemin, tout simplement. Donc cette séquence, comment je fais pour qu'elle soit la plus cohérente possible. Et puis enfin, une étape importante, est-ce que ça rentre dans le temps qui m'est imparti?
Quand je suis expert, j'ai envie de parler de 50 000 trucs. Même 250 000 trucs, je peux parler de pratiquement tous les sujets de mon expertise pendant des heures. Mais est-ce que mon apprenant, il a des heures pour pouvoir m'écouter, raconter mes expériences, diverger, converger, etc., sur des sujets qui peuvent être passionnants, mais est-ce que pour lui, ça a un intérêt? Et donc, c'est là où le timing va être intéressant de pouvoir positionner. Si j'ai une formation de 3 jours, c'est encore plus vrai dans ce cadre-là, parce que 3 jours par rapport à 6 mois de formation, alors oui, 6 mois de formation, c'est long. Le timing ne va pas être tout à fait de la même granularité que quand je fais une formation de 3 jours. Quand je fais une formation de 3 jours, j'ai intérêt de timer presque à 10 minutes près, en fait. Et puis sur 6 mois ou 1 an de formation, peut-être que mon timing, il est à la semaine ou allez, si vous aimez être précis comme moi parfois, ça va être à la journée. Combien de jours je vais faire pour couvrir ces différentes étapes avec tel type de séquence. Et donc, c'est important de pouvoir l'identifier et ça a autant d'importance que quand je vais animer en synchrone, je vais pouvoir m'assurer que je suis dans les temps en fait. Si je n'ai pas fait de timing, j'en sais rien. Et si je suis en e-learning, si je construis une formation e-learning et puis que j'ai prévu 2 heures de formation, et puis qu'au final, quand j'ai fini de tourner mes vidéos, que j'ai fini de les monter, que j'ai fini de construire les différents supports et outillages divers et variés, et je me retrouve à 7h50 pour l'apprenant, il y a un décalage en fait entre ce que j'avais imaginé et ce qui est obtenu. Et donc, ça me permet de pouvoir recaler ou réajuster dans ce cadre-là. Donc l'étape 2, une structure, c'est vraiment important et ça aide à pouvoir identifier le parcours, le chemin qu'on va créer. Si on rate cette structure, il y a des chances que malheureusement, le cheminement même de la personne et son évolution dans la formation pour atteindre son objectif va être compliqué. Nous, on utilise une séquence un peu particulière Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, voilà, je vous ai parlé que j'avais fait du compagnonnage. C'est une mécanique de séquence que j'ai découvert aux États-Unis qui est très mécanique, mais qui est basée sur 6 concepts des neurosciences. Ça, je reviendrai sans doute dans un autre live, vous parler de ces concepts avec les neurosciences, l'apprentissage grâce aux neurosciences. Nous, dans notre cas, on a une séquence qui fait en 4 étapes. La première, c'est une connexion avec le sujet qu'on va aborder. Donc, c'est le numéro 1. Souvent, c'est une activité qui est super rapide. Ensuite, on va avoir une activité liée au concept. Donc, c'est là où on va apporter la notion. Tout à l'heure, je parlais du charpentier. Là, typiquement, ça va être peut-être comment assembler 2 planches, comment assembler une structure de bois, quels sont les principes de sécurité quand je suis en hauteur. Voilà, ce sont tous ces concepts-là qui vont apparaître et que je vais partager. Et ensuite, on va mettre en situation où on va utiliser ce qu'on a vu d'une façon conceptuelle sur le terrain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là, avec mon charpentier, assembler 2 planches? C'est simple, hein. Moi dans l'action concrète, je lui donne 2 planches, un marteau, un clou, et puis il fait un assemblage. Et puis le coup d'après, je vais lui donner toujours 2 planches, une vis et puis un tournevis. Et puis le coup d'après, je vais peut-être lui donner un marteau et puis une vis. Et puis il se retrouve dans une situation étrange où tout simplement, si on parle de sécurité, c'est d'installer les éléments sécuritaires qui sont nécessaires et puis de faire un parcours de pourquoi chaque élément sécuritaire est utile et de faire un exemple. Par exemple, une chute, si je chute et puis que j'ai pas mis mon truc là, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, si je me tape 3 mètres de chute, il y a des chances que je me fracture quelque chose. Je fais 10 mètres de chute, il y a des chances que je me retrouve tétraplégique au mieux et mort au pire, etc. Et donc voilà, ça c'est la partie concrète. Et puis le dernier élément qui pour moi est l'élément d'apprentissage réel, c'est ce qu'on appelle la conclusion. Alors, d'un point de vue sémantique, c'est conclusion au sens où quelqu'un tire une leçon. Donc, c'est la conclusion qu'il a de la séquence. Et donc, c'est amener la personne à identifier qu'est-ce qu'elle a compris de ce concept, de ce cas concret, et comment elle va en tirer bénéfice dans son situation réelle.
à elle, dans sa vie à elle, et donc de l'amener à se projeter, à user ce concept et de pouvoir se l'approprier. Et donc, c'est là où, principalement, l'apprentissage s'exprime. Et pour ceux qui font de l'évaluation, par exemple, c'est à ce moment-là où on va pouvoir déterminer si elle a bien compris le concept, alors sachant que le cas concret sert aussi d'évaluateur, et puis, du coup, de faire cette activité-là. Donc, la séquence, une structure bien définie qui permet justement de se répéter. En plus, c'est une activité qui peut être fractale, donc on peut le faire sur des éléments conceptuels très, très petits, comme on peut le faire sur des éléments conceptuels très gros. Une fois qu'on a fait donc ces étapes de structuration, on va pouvoir passer à l'étape 3. Ce que j'appelle l'étape d'identification, c'est celle qui va me permettre d'identifier quelles sont les ressources que j'ai à disposition. Donc souvent, je vais faire une recherche de toutes les ressources que j'ai à disposition. Et puis, si je suis un expert, normalement, j'ai des supports. Ça se trouve, j'ai des blogs, des vidéos, j'ai des livres à partager. Et donc, je vais utiliser toutes ces ressources à disposition. Je vais les lister. Et pour ces ressources, je vais identifier quelles sont celles qui vont m'être utiles pour le chemin. Donc, puisque j'ai ma structure, quelles sont les ressources que j'ai besoin pour chacune de mes séquences, que ce soit d'un point de vue concept ou que ce soit d'un point de vue pratique ou les évaluations, etc. Et ça, c'est pas suffisant parce que même si je suis l'expert de mon domaine, il y a des chances que ça évolue. Peut-être que je me suis pas encore remis à jour, ou en tout cas, j'ai peut-être pas été chercher de nouvelles ressources. C'est le moment de le faire, de faire un peu de veille dans mon domaine et d'aller chercher les ressources qui me sont nécessaires. Donc, si je suis expert, je vais prendre le cas d'un comptable qui forme à la comptabilité, elle a intérêt d'être à jour tout le temps, en fait, parce que la loi évolue presque tout le temps. Donc, du coup, d'aller faire une recherche de veille nécessaire pour pouvoir identifier quelles sont les ressources qui, soit il doit adapter les ressources qu'il a, ou soit peut-être deux, il va créer des nouvelles, ou il va en trouver des nouvelles. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, moi, je vais les réintégrer dans ma formation. Aux bonnes séquences, etc. Et pour finir, il y a besoin juste de relister et de refaire le mapping entre toutes les ressources que j'ai à disposition, les ressources qui viennent de la veille, les ressources que j'ai mis à jour ou que j'ai à mettre à jour, et puis de pouvoir s'assurer qu'elles viennent supporter le chemin que j'ai établi, donc la structure de la formation que j'ai établie. Hop. Donc, une fois qu'on a identifié les ressources qui sont vraiment importantes aussi pour s'assurer qu'on apporte de la variété auprès des personnes, on va concrètement, dans la 4e étape, construire, fabriquer tous les éléments qui sont nécessaires dans la formation. Donc, on a vu qu'on a le séquençage qui a été fait, on a vu qu'on avait identifié le besoin, on avait eu la situation, etc. Tout ça va venir se concrétiser avec les supports, les outillages. Donc, tout à l'heure, on parlait d'un outil qui est l'usage avec Geniali, par exemple. Et puis, on va aller vérifier ou identifier les activités. Donc là, tout ça, tous ces éléments-là, on va les rendre concrets, on va les rendre réels. Donc, si j'ai une présentation à faire, il y a des formateurs qui font de super présentations, c'est génial, ils vont construire leur support. Certains vont réaliser des panneaux. Moi, par exemple, je vais créer plein de panneaux ou des affiches, voire faire des affiches imprimées. Ça peut être tout support qui est nécessaire à la formation et à la diffusion. Ça peut être aussi l'écriture d'un petit livre, d'un livret. Ça peut être l'écriture d'un cahier d'exercice. Ça peut être la construction même d'une vidéo. Je n'ai pas trouvé de vidéo sur un sujet donné. Je vais créer la vidéo qui va venir étayer ou appuyer ma formation et mon contenu conceptuel de ma formation. Et puis, le petit plus, comme je suis un expert et puis que souvent, je vais avoir des gens qui ne sont pas forcément aussi experts que moi, j'ai intérêt d'écrire un glossaire ou voir dans des conditions, je fais faire écrire un glossaire tout au long de la formation auprès de mes stagiaires ou de mes participants. Si vous appelez vos stagiaires, vos participants ou vos apprenants, les 3 termes sont relativement identiques, même s'ils portent des notions potentiellement différentes.
Les outillages, c'est vraiment important. Souvent, on ne pense pas, mais quand on est en synchrone, on utilise au moins un outil informatique qui est la projection de son support. Alors, pour les vieux de la vieille, le support était des vrais transparents qu'on faisait à la main. Dans certains cas, on faisait faire même des diapos si on lançait des vrais diapos. D'ailleurs, c'est comme ça qui a été réalisé PowerPoint au départ. Ce sont des diapositives, des slides. Donc, du coup, créer une présentation sous cette forme-là. Ensuite, on va dans ces outillages. Donc, si j'ai un atelier avec un outillage, je vais préparer son habillage. Par exemple, quand j'utilise un outil comme Mural ou Miro ou Klaxoon ou Padlet, je vais construire dans ces outils-là l'environnement de l'activité. Et il ne faut pas oublier que ça prend du temps. Toute cette partie construction de fabrication de matériel est longue. Même si je suis en présentiel et puis que je fais un petit jeu, ne serait-ce que d'imprimer et de découper les trucs et de les plastifier, c'est long. C'est très très long, même si ça ne demande pas d'effort particulier pour le faire. Mais par contre, ça nous demande ce temps-là et il faut le prendre en compte quand on prépare sa nouvelle formation. Le point aussi à faire attention quand on fait des activités, je pense souvent aux gens qui font beaucoup de ludopédagogie, là, même ça devient extrême dans certains cas où il n'y a plus que ça. Moi, je me pose toujours la question, mais l'apprenant, au final, il apprend quoi? Et à quel moment il prend conscience de ce qu'il a appris? Du coup, quand je prépare des activités, que ce soit liées à l'usage de jeux ou de jeux cadres, comme les jeux cadres Tiagi, par exemple, on va construire un moment de réflexion sur ce que les gens ont découvert pendant l'apprentissage ou pendant la simulation ou pendant le jeu pour qu'eux puissent identifier, concrétiser ce qu'ils ont appris. Et donc, ça demande peut-être un espace, un support, un panneau spécifique, peut-être des outillages spécifiques pour faire ce débriefing qui est vraiment important et qui aide l'apprenant, le participant à prendre conscience. Sans cette prise de conscience, tous les jeux que vous faites, toutes les simulations, tous les jeux de rôle, servent à rien en fait. Parce que concrètement, la personne n'a pas pris conscience peut-être dans le jeu de rôle d'une posture ou de l'action qu'elle a menée ou de faire le lien entre ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a appris en fait. Et donc du coup, sans ce débriefing, c'est compliqué. Donc cette étape 4, construire, c'est tout le matériel, toute la fabrication. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si c'est moins joli. Il y a des outils comme, moi j'utilise Canva, là typiquement ce que vous voyez là, ce sont des supports de présentation fabriqués avec Canva. Ça marche très bien, c'est super pratique, c'est super facile. Et il suffit d'aller, si vous êtes comme moi j'ai la chance, j'ai Céline qui va venir retoucher mes supports, etc. Mais dans les templates par exemple de Canva, on a automatiquement des exemples des assemblages qui sont tout faits, on a juste à remplacer le texte et puis ça fait le job. Donc une fois qu'on a bien construit, l'étape finale, la 5e étape, l'ajustement. Alors l'étape où on va, c'est super, on a tout fait dans notre tête, on a modélisé dans notre tête, on a construit physiquement le matériel, maintenant on le teste. Et souvent la première phase, c'est de faire un pilote, essayer de trouver un panel de personnes pour tester notre formation et de voir comment ils réagissent à cette formation en elle-même et de pouvoir vous donner des retours. Et c'est vraiment ces retours qui vont m'intéresser. Donc, pour pouvoir avoir des retours, il faut que je construise aussi le questionnaire d'évaluation lié à la réussite ou à l'échec du pilote que vous avez fait, mais surtout d'identifier les axes d'amélioration de votre formation. Et ça, vous pouvez le faire que si vous faites une première formation physiquement du moins physiquement. Alors, si vous faites que du e-learning, typiquement, vous avez intérêt de trouver un panel de personnes qui vont le faire jusqu'au bout, sachant que le e-learning, s'il n'y a pas de lien social, 85% des stagiaires ou des apprenants ou des participants vont abandonner en cours de route. Et vous n'aurez que 15% de personnes qui vont aller jusqu'au bout, qui seront capables de vous donner un retour.
Alors que quand on fait de la formation plutôt synchrone, que ce soit de la classe virtuelle ou la formation en salle, on a 85, 90, 95% de personnes qui vont aller jusqu'au bout, qui vont faire la formation et qui vont l'apprécier ou pas. Hein. Mais en tout cas, ils vont vous faire un retour. Donc voilà, c'est le choix à faire entre juste le e-learning ou juste la salle. Nous, en tout cas, avec Céline, nous, on privilégie un mix des deux parce qu'on a besoin, d'un côté, on se dit, il y a des choses qu'on peut faire en auto-formation, donc le e-learning va être très bien, mais ce sont des petites choses. Et puis de l'autre, on a besoin d'un lien social lié à l'apprentissage et donc de faire un mix des deux. Donc ce qu'on appelle un hybride qui va être mis en œuvre. Ensuite, une fois que vous avez fait votre super pilote, le pilote a été fait, les apprenants vous ont fait 50 000 retours, peut-être même certains vous ont félicité que c'était incroyable, tant mieux, bravo, félicitations, mais on va quand même ajuster un petit peu pour rendre encore plus incroyable la formation que vous avez eue. Donc typiquement, on va essayer d'aller identifier quelles sont les situations qui ont été difficiles pour les participants, à quel moment c'était pas trop clair pour eux, où j'étais obligé de m'y reprendre 12 fois pour leur expliquer le truc. Est-ce qu'ils ont utilisé facilement mes supports? Est-ce qu'ils ont réussi à répondre aux questions que je leur ai posées? Est-ce qu'ils ont fait le quiz sans difficulté, etc. Je vais me poser 50 000 questions. Ça ne sert à rien de tout revoir la formation à ce moment-là de fond en comble. On va chercher à améliorer peut-être 3-4 points particuliers, ceux les plus durs pour nos participants, et on se laisse l'opportunité au travers des prochaines sessions justement d'aller faire ce qu'on appelle l'axe d'amélioration continue de notre formation, et donc d'aller tirer au fur et à mesure qu'on réalise cette formation, on va ajuster, améliorer, la rendre de plus en plus incroyable. Oui, au début, peut-être que vous allez apporter 80% de la valeur que vous pourriez apporter 1 an ou 2 ans après, en fait. Mais n'empêche que les 80% sont l'essence même de votre formation. Tout le reste sont de l'aménagement, du confort, rendre plus facile certains supports, peut-être même dans votre expertise, vous vous êtes amélioré, et donc d'aller chercher au travers de cette amélioration des simplifications, des améliorations, rendre plus facile certaines choses, etc. Et donc vous allez pouvoir leur apporter cette partie-là. Bien sûr, vous avez toujours la veille en continu, parce qu'il faut mettre à jour régulièrement son contenu, et donc c'est cette amélioration qu'il va falloir réaliser. Donc au final, on a vu les 5 grandes étapes de notre système. Donc pour rappel, étape 1, on cadre, deuxième 2, on structure, 3, on identifie, 4, on construit, 5, on ajuste, on a vu ça. Et normalement, suivant ces 5 étapes, vous avez une formation qui est prête à l'emploi. Il n'y a qu'à faire et prendre le temps nécessaire pour faire les choses. En gros, mettre un petit coup de pied au cul pour pouvoir faire les choses dans les temps. Cherchez pas les choses parfaites au début. Faites pour que ce soit clair, simple et efficace pour vos apprenants en premier. Voilà ce que je voulais vous partager sur les 5 étapes. Si tu penses que tu as eu de la valeur dans ce live, n'hésite pas à me faire un petit pouce, un petit commentaire, dire « Ah, c'était génial, merci ». Si tu penses que tu as plus de difficultés, tu te dis ouais, c'est génial tout ça, mais moi je suis pas prêt à le faire, tu peux me mettre en commentaire mentor, et puis moi je vais te contacter, ou Céline va te contacter pour voir quelles sont les difficultés que tu rencontres et comment on peut t'aider. Donc si pour toi c'est plus difficile, n'hésite pas à nous mettre mentor, nous on reviendra vers toi en fonction de cet élément, et on regardera comment on va pouvoir t'aider. La semaine prochaine, ce sera... donc aujourd'hui, j'étais tout seul parce que Céline était en mission auprès d'un de nos clients. Aujourd'hui, la semaine prochaine, c'est moi qui suis en mission auprès d'un de mes clients. Du coup, vous aurez Céline en live, je pense, peut-être toute seule, peut-être moi en duplex, une partie du live. En tout cas, merci de m'avoir suivi aujourd'hui en live.
J'espère que ça t'a apporté des choses, ça t'a permis soit de te rafraîchir les idées pour Guillaume, par exemple, ou soit au contraire, bah, ça t'a dit, ah bah putain, c'est cool, j'ai une structure qui est toute prête. Voilà, donc n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine. Passe cette semaine, qu'elle soit la plus sympa possible, un bon week-end, puisqu'on arrive aussi au week-end. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.